pourquoi je cours pas plus vite. Je suis contre les tests VMA, je pense qu'une critique pour le coup ça a vraiment beaucoup plus d'intérêt. Je préférerais limite voir un demi-Cooper ou un Cooper. Ah bah moi je connais plus rien, moi je te le dis. Moi je sais plus rien, moi. C'est pas du tout indispensable, il y a plein d'athlètes, même pros, qui s'entraînent sans jamais regarder ça. Il y a des tests terrain, etc. qui permettent d'orienter et de pas trop se prendre la tête. On peut avoir les mêmes valeurs similaires d'un point de vue physio à l'état frais. À la ligne d'arrivée, il y a 1 heure de différence, quoi. Donc à un moment donné, moi ma philosophie c'est assez loin de l'échéance, on optimise le profil physio indépendamment des vitesses, etc. Et proche, on fait un peu l'inverse en fait. Puis, de toute façon, on le voit, tous les meilleurs athlètes, même en trail, etc. Bah, c'est ceux qui font ça depuis très longtemps, c'est ceux qui font les plus gros volumes, qui ont les capacités de cumuler des très hautes intensités pendant longtemps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, un format un petit peu spécial. C'est pas un run and talk, c'est juste un talk. Ça fait suite à la vidéo précédente que tu as dû découvrir il y a 1 ou 2 semaines sur cette chaîne. On avait fait des tests d'effort chez Rémi Rivet, donc dans le labo de Rémi Rivet à Annecy avec Pierre. Si tu n'as pas vu la vidéo, bien sûr, va la regarder tout de suite avant de regarder cette vidéo. Tu comprendras un peu mieux tout le contexte qui est autour de cette vidéo, mais on voulait en profiter de t'avoir, Rémi, de t'utiliser le plus possible pour tes connaissances et ton savoir. Et vraiment pas pour discuter un peu plus physio, pour discuter entraînement. Je pense que c'est notre passion à tous les trois, en tout cas. Et du coup, on voulait prendre un peu de temps aujourd'hui pour faire un format podcast, on va dire. Donc merci de nous accorder ce temps-là. Il est tard, on est vendredi soir, on enchaîne. On est fatigué. On est toujours là. Donc, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Ouais, bah je m'appelle Rémi Rivet. Et oui, bon, mon job principal du coup c'est d'entraîner. Après peut-être un petit récap du cursus assez classique, mais ouais. Vas-y. Ouais, non, pour un parcours académique assez classique, je pense, une licence STAPS, un premier master STAPS en entraînement pour le coup, entraînement, avec toujours des portions et des stages un peu recherche, donc quand même pas mal de temps un petit peu dans les labos et dans les fichiers Excel. Voilà. Et après j'étais pas passionné après le master de tout de suite rentrer dans la vie professionnelle, donc j'ai refait un second master en ingénierie de la performance. Donc là c'était beaucoup plus orienté un peu data, encore dans les fichiers Excel. Un peu moins en entraînement pour le coup, mais du coup c'est à ce moment-là aussi que j'ai fait beaucoup plus d'entraînement aussi en parallèle. Et puis voilà, de fil en aiguille, au final, je suis sorti un peu du milieu universitaire et de la recherche, et puis j'ai juste fait l'entraînement, quoi. Et maintenant, j'entraîne, du coup, en trail, en course à pied, en ski aussi un peu, triathlon, des sports souvent d'endurance quand même. Et puis voilà. Puis en parallèle, du coup, j'ai développé la petite cellule de test ici à Annecy. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre aux personnes de venir faire du test physio, connaître un peu plus de ce qui se passe dans leur corps en gros. Et puis voilà, les aider juste dans la perf en fait, que ce soit du niveau amateur jusqu'à professionnel. L'idée, c'était ça. Et puis voilà quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu vois de tous les niveaux au final. Enfin, t'entraînes, tu vois ici en test tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Après, maintenant, je me suis un peu plus spécialisé dans le côté entraînement, mais dans le côté testing, il y a tout le monde. Il y a du récréatif qui veut juste comprendre un peu son profil physio et puis sortir peut-être un peu des trames génériques d'entraînement, on va dire, aux sportifs de haut niveau qui voudraient préparer quelque chose de spécifique et voudraient des données beaucoup plus précises, quoi. Donc, il y a un peu de tout et c'est ça qui rend la démarche assez riche, quoi. Carrément. Et justement, est-ce que pour toi, pour bien s'entraîner, il faut faire un test physio? Enfin, il faut avoir ces données-là. Est-ce qu'il faut venir chez toi faire un test physio? Bah oui, bien sûr. Si tu veux bien t'entraîner. Non, mais il faut venir chez moi. Il faut venir chez toi. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, c'est pas du tout indispensable. De toute façon, depuis le temps que j'entraîne, entre guillemets, je n'avais pas trop regardé non plus genre de valeur la physio. Et pour être très honnête, il n'y a pas énormément d'entraîneurs qui utilisent en vrai ces données-là physio. Donc c'est pas indispensable. Il y a des tests terrain, etc. qui permettent d'orienter et de pas trop se prendre la tête. Après, l'avantage, c'est que ça peut rajouter une espèce d'investigation un petit peu plus profonde et rajouter une petite couche de compréhension en fait du profil. De se dire, des fois on fait des tests terrain, donc on regarde les vitesses, les fréquences cardiaques, etc. Mais on n'a qu'une première couche d'information et de se dire,
par exemple, pourquoi je cours pas plus vite. Non mais c'est vrai, c'est de se dire, ok, bah, j'ai un seuil à 16, pourquoi je peux pas courir à 16 Est-ce que physiologiquement, il y a quelque chose qui me limite? Et donc l'intérêt des fois de poser un masque et de mesurer ça, c'est d'objectiver, de se dire, bah, ma physiologie, elle est comme ça, et j'ai peut-être un levier de ce côté-là, quoi. Donc c'est ça en fait l'intérêt, mais c'est pas du tout indispensable. Il y a plein d'athlètes, même pros, qui s'entraînent sans jamais regarder ça, et ça leur empêche pas de performer. C'est juste Tu peux progresser, bien sûr. C'était ton premier test physio? Premier test physio, ouais, aujourd'hui, ouais. Et pourtant, ça t'a pas empêché de progresser avant ça? Ouais, donc clairement, après, moi, j'aime beaucoup le RPE, la perception de l'effort, la sensation de l'effort. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Après, je coach énormément. La majorité des athlètes que je coach, c'est en trail. Et aujourd'hui, bah, avec la technicité du terrain, les pentes et tout ça, bah, c'est quelque chose qui s'adapte bien. Et moi, j'ai toujours aimé courir un peu à la sensation. Donc moi, j'aime ça. Mettre un peu de physio, c'est quand même intéressant. Ah, ouais. Moi, je trouve ça... Là, du coup, à chaud, on a fait cet après-midi le test. J'avais cette sensation, en effet, que par exemple, au S1, mon premier seuil, donc j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, enfin bref, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, donc j'avais l'impression que bah, mon S1, je pouvais le faire progresser, que c'était un point bloquant. Oui, on confirme du coup, on confirme malheureusement. Ouais. Enfin non, pas malheureusement, justement, c'est cool parce que ça me permet de confirmer ça et de vraiment faire des choix plus clairs à l'entraînement aussi, parce que entre eux, je pense que donc je vais un peu modifier ma façon de m'entraîner en orientant un peu plus vers là, et là me dire bah ok, c'est peut-être mon facteur limitant du moment, donc oui, je vais vraiment aller faire des sorties longues en endurance un peu active, enfin ce genre de choses. Là, je vais vraiment faire des choix à l'entraînement différents, mais j'aurais aussi progressé si j'avais pas fait le test. Oui. Mais après, tu as eu un peu le recul. Après, c'est peut-être de l'intuition, une bonne intuition, etc. Mais il y en a, ils sont pas aussi précis dans l'intuition, tu vois. Il y en a, ils se disent, putain, mais j'ai un seuil 1 qui est pas bon. Et au final, en fait, ils se rendent compte que leur perception, elle est pas si bonne. Et que voilà, c'est bien. Donc, après, c'est sûr que oui, tu as une bonne perception aussi de toi à l'effort et de probablement un peu ton profil physiologique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde pour le coup. Et bien sûr, et tu as des athlètes là, de bon niveau qui viennent et qui ont aussi une mauvaise perception de leur effort. Leur perception de leur profil ou juste de l'effort à l'intérieur du test? De l'effort, par exemple, je sais pas, quand tu leur fais passer avec le ramp test là qu'on a fait, ouais. Où tu leur demandes est-ce que vous savez à peu près où vous situez au niveau du S1, du S2, est-ce qu'ils arrivent bien à se situer par rapport à ça, ou même avec leur expérience en course à pied, eux aussi, enfin ils font... Ça dépend de ce que je vois, ça dépend de leur spécificité sportive. Si tu prends des athlètes, pour le coup, trail et longue distance, ils sont très très bons dans la perception, mais parce qu'ils sont très souvent exposés en fait à ce genre d'équilibre surtout au niveau du premier seuil. Ils sont ils ont une très très bonne perception et souvent on n'est vraiment pas loin, quoi. À chaque fois, c'est vraiment pas si loin. Par contre, pour les athlètes de très longue distance, le seuil 2, ils sont très mauvais à l'estimer. Parce qu'ils sont moins exposés en fait. Oui. Et c'est l'inverse pour les athlètes du court en fait. Et leur seuil 1 est tellement bas généralement qu'ils ont du mal à vraiment bien l'estimer. Le seuil 2 peut-être un peu mieux, quoi. Donc ça, je pense que ça dépend pas mal de la spécificité. Mais la perception, c'est pas quelque chose de déconnant, quoi. Vraiment, c'est pas si loin souvent de la réalité physio, quoi. Okay. Nous, du coup, à l'entraînement, avec nos athlètes, on utilise beaucoup la vitesse critique. Donc avec les tests 3 et 12 minutes, c'est pas notre protocole, mais c'est le protocole qu'on utilise. 3 et 12 minutes, on sort une vitesse critique qui est autour du deuxième seuil. Et ensuite, on estime un premier seuil entre 80 et 84% de vitesse critique. Est-ce que tu penses que ça suffit pour la plupart des gens, ou en tout cas c'est un bon outil? Est-ce que c'est un outil qui est au final pas fiable du tout? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? La vitesse critique, je pense, c'est un excellent modèle, surtout de terrain, pour avoir une bonne idée de ce qui se passe au niveau du second seuil, ça c'est sûr. Après, là, on est en train d'essayer d'extrapoler à partir d'une vitesse qui est assez haute intensité, donc le premier seuil, donc qui est encore plus bas en termes de domaine. Et donc là, on ajoute un biais, et il y a énormément de variabilité chez les gens. Parce que même les papiers qui disent que généralement c'est autour de effectivement 84-86%, quand tu regardes la variation, t'as peur. T'as peur parce qu'il n'y a qu'un papier, moi, de mémoire qui a montré ça. Et il y a quand même beaucoup de variations, donc ça veut dire que, oui, pour un, tu peux tomber plus ou moins bien, et c'était le cas, je crois, mais pour un autre, ouais, tu peux être un peu off, quoi. Donc je pense que c'est une très bonne méthode pour démarrer au début.
Après, sur le long terme, c'est sûr que des fois, peut-être un profil au lactate ou autre permet d'ajuster un peu mieux ce premier seuil, quoi. Et comment tu ferais, toi, si du coup, tu as des athlètes qui te contactent pour un suivi en distanciel, quel premier test comme ça tu mettrais en place pour le suivi de ces athlètes-là que tu peux pas recevoir en physique et eux, ils peuvent pas mettre en place des tests de lactate, des tests... Ouais, ça dépend du niveau de l'athlète. Ouais. On va dire un amateur qui veut progresser. Ouais, alors amateur, je vais te donner ma démarche, hein, tu vas voir. C'est que en gros, je récolte les données des 6 derniers mois. Je mets toutes les vitesses records sur une courbe, quoi, voilà. Okay. Et je mets une vitesse critique à l'intérieur. Je lui demande même pas de faire les tests. Ok. Quasiment pas. Il faut qu'il ait couru quand même. Oui, il faut qu'il ait assez haute intensité. Après, tu le vois sur les séances, etc. Et je pars de là, tu vois. Okay. Et après, je fais une première séance, je balaye un peu en dessous, un peu au-dessus, je regarde comment il se sent. Et après, j'ajuste à partir de là, quoi. Donc, tu vas même pas faire les tests de vitesse critique pas forcément. 12 minutes non, parce non. que tu as les données dans les 6 derniers mois. Oui, c'est ça. Ou alors après, tu vas même chercher chercher même plus loin sur l'année précédente. Et tu dis, voilà, est-ce que tu t'entraînes régulièrement? De toute façon, tu le vois, quelqu'un qui est consistant, il va pas perdre 10 secondes au kilo de vitesse critique. Enfin, tu vois. Du coup, tu peux regarder ses meilleures vitesses records et puis tu peux retrouver vite les valeurs. Après, un test, ça peut être intéressant, mais ça dépend du public, en fait. Ça dépend du public. Donc voilà, moi, c'est un peu quand même, tu l'utilises? Pour certains athlètes, ouais. Certains athlètes qui n'ont vraiment pas de référence ou quoi, qui n'ont jamais fait ce type de test-là, et je sens qu'il y a vraiment un décalage entre ce qu'il faudrait que je planifie et ce que je vois en valeur. Là, ouais, je le fais, quoi. Ok. Et on change un petit peu de sujet, mais du coup, ça me vient à une autre question. Est-ce que tu utilises les tests VMA, Vameval ou j'ai mal aux oreilles. Je pose la question parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo et tu en as déjà parlé dans tes posts, etc. Et nous, on va faire une vidéo là-dessus parce qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Et est-ce que toi, tu utilises ou vraiment jamais? Non, moi, ça me hérisse les poils quand on parle de VMA parce que ça n'a pas de sens d'un point de vue physiologique. Après, le protocole en lui-même, et au final, le test physio, c'est un test de ce style-là. Mais bon, on cherche à mesurer la physio, donc c'est un peu différent. Mais sur le terrain, non, je pense que c'est le pire test qu'on puisse faire, mais je pense que c'est pas une bonne chose en fait de baser ces valeurs sur une valeur maximale, d'utiliser des pourcentages arbitraires pour tirer des seuils en fait. Et c'est le problème de ce test-là, hein, c'est qu'il se compense un peu naturellement par d'autres qualités, et il fait qu'on a tendance à tout le temps surestimer les vitesses associées. Et d'un point de vue contrôle, gestion de la charge, des fois ça peut poser des soucis, tu vois. Donc, et puis c'est pas moi qui donne forcément mon avis, mais il y en a plein qui reportent, qui disent le fameux 90% de VMA pour je sais pas une vitesse ou un seuil ou je sais pas quoi, ça c'est beaucoup de variabilité. Et si on reprend cette notion un peu des seuils physiologiques, quand on applique un pourcentage de VMA, disons on va dire 85%, pour certains ça va être effectivement dans une zone où on est stable, on est bien, on est dans la zone en fait, et pour quelqu'un d'autre qui a des seuils qui sont pas bons, on va être complètement dans un domaine d'intensité qui est super instable. Donc on n'est pas physiologiquement sur les mêmes intensités. Donc ça peut poser un peu un souci. Donc non, moi je suis contre les VMA pour faire simple. Le mieux c'est de se baser sur un seuil physiologique, quoi, une donnée physiologique, ou en tout cas qui délimite des domaines d'intensité, plutôt qu'une valeur brute maximale comme VMA ou même la fréquence cardiaque maximale. Il y en a qui... ça c'est encore pire, ça c'est encore pire je pense. Mais après, l'approche purement par la vitesse, ça peut rester intéressant. Maintenant, il y en a beaucoup qui basent à partir des allures, allure 3000, allure 10 000, allure semi-marathon. Ça c'est une approche très objective, très terrain, etc. Ça peut aussi faire sens. Après, moi, j'ai tendance des fois à avoir une approche plus physiologique, donc indépendamment des vitesses, travailler réellement le système. Mais après, évidemment, proche d'une échéance, tu as plutôt intérêt de travailler avec les vitesses, quoi, et sortir peut-être un peu du côté physio aussi. Donc, c'est... Je suis contre les tests VMA. Je pense qu'une critique, pour le coup, ça a vraiment beaucoup plus d'intérêt, parce que pour le coup, ça a une fiabilité même d'un point de vue physiologique, on le sait. Et après, tous les autres tests, en fait, tous les tests assez... sur des incrémentaux terrain, je pense que c'est les pires tests qu'on puisse faire. Je préférerais limite voir un demi-Cooper ou un Cooper qu'autre chose pour faire pour délimiter, quoi. Je voulais te le faire dire tout ça, donc très bien. Voilà, après, si vous voulez qu'on fasse une vidéo vraiment sur pourquoi la VMA s'est dépassée, mettez ça en commentaire, parce que pour le coup, ça l'est.
Moi, je l'utilise une fois pour un type de profil. Les gens totalement débutants, Ouais, au bien sûr. début, Ça fait pas je fais spécial. un semi-cooper juste pour me rendre compte comment ils se connaissent. C'est plus grande vitesse possible sur plus grande distance possible sur 6 minutes, et je vois s'ils explosent parce qu'ils partent trop vite, s'ils partent beaucoup trop lentement, etc. Et ça me permet dans les séances d'intensité suivantes de soit les pousser un peu, soit les ralentir, enfin, qu'ils se connaissent un petit peu mieux. Mais en soi, la donnée brute, je m'en fous qu'ils fassent 1612 mètres ou 1400, enfin, ça Oui, oui, non, c'est global sûr. un peu du niveau de l'athlète. Mais quelqu'un qui débute la course, c'est le seul moment où nous, chez BIP, on utilise dans le coaching ce semi-cooper. On n'en fait rien, mais on n'en fait rien physiologiquement, mais je trouve que c'est intéressant pour amener une première notion de haute intensité à un athlète, voir un peu comment il se gère, comment il gère une échéance un peu d'un test. Après, c'est un truc. Psychologiquement Ouais, plus que c'est sûr. physiologiquement en fait. Mais il y a des. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de seuil, souvent on essaie de trouver des vitesses ou des intensités qui peuvent de durer dans le temps sans instabilité très prononcée de la physiologie. Et en fait, par définition, quand on prend un test VMA, c'est pas un test qui laisse une certaine stabilité, puisque c'est un incrémental qui est vachement rapide, et donc on peut pas stabiliser. Donc déjà, de base, il y a un biais dans le protocole qui fait qu'on va surestimer forcément quelque chose, quoi. Quand on fait des tests, on appelle ça rectangulaire, donc tu fais un 6 minutes le plus vite possible, là déjà, tu as une notion de capacité qui rentre en jeu, c'est-à-dire que tu vas essayer de tenir une vitesse et durer un certain temps. Et cette notion-là de capacité, c'est ça la réalité d'un seuil et c'est ça la réalité de la physiologie, alors qu'un test incrémental rapide, c'est pas la réalité de la physio, quoi. Donc, après, oui, il peut toujours y avoir du plus, mais ouais, je trouve que c'est... On est d'accord, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ouais, je pense on, que on expliquera dans une autre vidéo pourquoi est-ce que c'est pas forcément les tests idéaux, mais tu vas dans les clubs d'athlètes, malheureusement, c'est ce qui est fait tout le temps. Bref. Suite à ça, j'avais une autre question à te poser. Est-ce que toi, tu as une philosophie du coup d'entraînement, genre tu es basé sur le volume, sur l'intensité et autres, ou est-ce que justement tu t'adaptes vraiment à l'athlète, au profil que tu as en face de toi pour adapter et lui donner son entraînement? Alors moi j'ai peut-être deux choses un peu à distinguer. La première chose, c'est que pour moi une finalité quand même de l'entraînement, et j'ai envie de dire un peu peu importe la longueur de l'événement, etc., ça va être quand même de jouer sur le levier volume sur le long terme, sur le chronique. Donc il faudrait voir quand même un volume qui augmente. Et je dis pas que c'est forcément le but recherché, mais c'est la conséquence aussi d'un entraînement bien construit, c'est qu'à un moment donné, ça finit par augmenter. Donc oui, j'ai forcément une petite approche sur le volume. Après, c'est aussi dans les intensités que j'essaie de spécifier un petit peu aussi par rapport au profil physio. Ça, c'est un peu la première chose. Et après, moi, ma philosophie, c'est que très éloigné de l'échéance, on devrait s'entraîner purement en essayant d'optimiser le profil physio, métabolique, et même, j'ai envie de dire, indépendamment de la vitesse. Okay. Évidemment, les vitesses sont jamais indépendantes, parce que quand tu t'entraînes dehors, que tu cours à plat, évidemment, il faut courir à une certaine vitesse pour avoir cette contrainte-là métabolique. Mais je me dis, ok, comment je peux améliorer mon profil de mon athlète? Et donc là, je dis, ok, si tu as un levier sur VO2 max, on va essayer peut-être de plus développer ça. Si tu as un seuil 1 qui est pas bon, on va peut-être développer ça. Et donc plutôt sur les points faibles? Ouais, moi je suis plutôt, je suis un peu partisan quand même de développer les points faibles. Il y en a, ils veulent marteler les points forts, ce qui peut faire sens. Moi, je suis quand même assez partisan de mettre un coup sur les points faibles. Et puis, une fois qu'on arrive proche de la spécificité, etc., là, je commence à réobjectiver un petit peu, réutiliser les vitesses. En fait, ouais, essayer de sortir peut-être un peu plus de ce profil physiologique-là, même s'il ne faut pas trop le lâcher non plus. Et puis après, essayer de juste essayer de matcher la demande réelle de l'échéance, quoi. Si tu fais un 3 heures sur marathon, faut courir autour de 4-0, etc. Et essayer de se dire, maintenant, on va objectiver vraiment, et c'est ça. Donc c'est vraiment ça, moi, ma philosophie, c'est assez loin de l'échéance, on optimise le profil physio indépendamment des vitesses, etc. Et proche, on fait un peu l'inverse, en fait. Ok, mais bon, depuis que tu m'as dit que je ferais pas moins de 35 au 10 bornes, après, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. En ce moment, en tout cas. Pas en ce moment. Pas en ce moment, c'est ça qu'il faut dire. Ma course, c'est dans un mois. Donc, Bref, ok, trop bien. Moi, en tout cas, je suis plutôt du même avis. C'est intéressant d'avoir cette idée-là et d'utiliser la physio, d'avoir une idée comme du profil physio pour savoir ce que tu fais à l'entraînement. À un moment donné, à un certain niveau amateur, etc., peu importe ce que tu fais, tu progresses, mais à un moment donné... Après, oui. Après, il y a une question peut-être le dernier truc, il y a une question de spécificité de l'échéance, dans le sens où si
Imaginons, j'ai un profil et je vois que... comment je pourrais dire ça? J'ai un VO2 max, non mais en fait on m'a donné l'exemple sur de l'ultra, mais j'ai un VO2 max qui est bon, mais qui n'est pas ultra élevé. Mais en même temps, ma spécificité me demande d'aller vers des trucs super longs. Et quand je dis super long, c'est au-delà de 10 heures, on va dire 20 heures d'effort. Là, il y a aussi la question du compromis, c'est de se dire, ok, je vais développer quelque chose qui est pas bon dans mon profil, parce que j'ai un levier sur la très haute intensité, mais quel retour sur investissement ça va vraiment me donner sur la réalité de mon échéance. Il y en aura toujours, parce qu'il y a des effets croisés de bénéfices, ça c'est sûr, mais des fois, en fait, il faut se dire, ok, est-ce que optimiser forcément le profil physio, c'est quelque chose d'important? Par exemple, un athlète qui fait du 400 ou du 800, tu vas te dire, ok, quel est l'intérêt pour lui de vraiment développer le seuil 1 s'il a un seuil 1 qui est pourri? Tu te dis, ok, mais est-ce que c'est le meilleur levier? Je pense que oui, ça peut l'être un petit peu, mais ça après, c'est à l'entraîneur et sa philosophie, en fait. Entraîner, c'est faire des choix. Hein. C'est ça, du coup, c'est toujours se dire, ok, améliorer ce profil-là, mais à quel prix? Et où est-ce que je vais emmener mon athlète? S'il veut battre des records sur 800 mètres, se dire, ok, c'est combien de temps d'effort? Ok, le seuil 1, est-ce que c'est vraiment le meilleur? Et ça, c'est vraiment la philosophie de l'entraîneur. Moi, je le ferais, mais tout le monde ne le ferait pas. Capacité de récupération, enfin, t'as d'autres... oui, et puis même, en fait, des fois, améliorer le secteur sous-maximal permet d'élever le secteur maximal. Ça, les gens l'oublient pas, parce qu'ils pensent qu'on tire toutes les intensités par le haut, mais pas toujours le cas. Donc après, ouais, c'est à la philosophie. 800, ouais, 400, après c'est encore autre chose. Bon, non, bah après, ouais, là peut-être pas, mais... Ok. Et trail? Alors? Et trail, ouais. Moi déjà, c'est ce qui m'intéresse. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire un test trailer là aujourd'hui. Hein. Un pente, ouais. C'est toi, du coup, comment tu mets en place? Là, tu as un trailer qui vient de voir là, ici. Hein. Il te demande des tests physio. Qu'est-ce que tu mets en place par rapport au routard? Bah, je change la pente du tapis. Non, mais vraiment. Des petits cailloux sur le tapis. Ah non, la technicité, c'est spécifique. Hein. Le sac. Ouais. Non, mais en fait, il y a différentes raisons pour lesquelles je fais des tests vachement en pente. Pour le coup, moi, c'est à 20% de pente, donc ça commence à être quand même bien raide. Mais ouais, en gros, je change juste la modalité. Hein. Quand c'est un routard, je vais le tester à 1% de pente, ou 0 à plat, quoi. Et quand c'est un trailer, là, je viens vraiment sur du 20%. Donc évidemment, le début du test se fait en marche. Ouais. Et puis on espère qu'il va se finir en courant. C'est pas forcément tout le temps le cas, mais et puis ouais, c'est vraiment pour rentrer dans la spécificité un petit peu de l'effort monté. Alors tu répliques pas tout du trail, t'as pas la descente. Ouais, en trail, faut pas croire qu'il y a que des montées, il y a aussi du roulant, etc. Mais à un moment donné, faut faire des choix. Et puis voilà, puis après ça peut te retirer des valeurs qui sont intéressantes, les vitesses, notamment les vitesses ascensionnelles à 20% de pente. Et ouais, ça peut être assez intéressant, quoi. Et c'est là où, du coup, j'ai plusieurs questions. C'est qu'est-ce que tu as mesuré, toi, chez le trailer? Ouais. Quelles données va t'intéresser pour, je sais pas, planifier des intensités, planifier l'entraînement du... Bah, au final, je vais regarder un peu les mêmes choses qu'un test un plat. Donc, par exemple, le VO2 max atteint par rapport à des valeurs un peu normatives. Je vais regarder les fractions. Donc là, c'est même indépendamment des vitesses, mais de se dire, mon seuil 1, il se situe à combien de pourcents par rapport à mon VO2 max? Et mon seuil 2, il se situe à combien de pourcents par rapport à mon VO2 max? Exactement la même chose qu'on fait à plat. Et du coup, ça déjà, ça t'aiguille. Tu te dis, ok, bon, bah, il y a par exemple un seuil 2 qui est pas très très bon, bah là, il va falloir peut-être travailler le domaine sévère et les très hautes intensités, tu vois. Et donc ça, c'est la première chose que je regarde. Et après, je regarde aussi les vitesses un peu associées pour me dire, est-ce que mécaniquement, qu'est-ce qui me sort en vitesse, quoi? Est-ce que c'est quelqu'un de rapide en termes de vitesse ascensionnelle ou quoi, tu vois? Ok. Et après, j'oriente tout simplement à partir du levier qui me semble le plus limitant, quoi. Parce que là, quand tu fais les tests, du coup, tu obtiens des données par rapport à un pourcentage de pente. Ouais, qui est spécifique. Qui est spécifique, ouais. À la pente, ouais. Ok. Donc là, si moi je suis trailer, je veux le mettre en place. Alors, je suis à Broye. Enfin, j'habite quand même à peu près j'habite à la montagne et j'ai moyen de m'entraîner. Comment moi, du coup, je le mets en application? Ça veut dire qu'il faut que je trouve une côte qui soit spécifique à laquelle j'ai fait le test, à peu près, pour pouvoir adapter les valeurs que tu as obtenues sur... y a des valeurs qui sont transférables, notamment la fréquence cardiaque. Ok. Ça, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que de ce qu'on observe, évidemment, les vitesses vont changer quand c'était à 20% et à 0%, encore heureux. Tu cours pas aussi vite à plat qu'à 20%. Par contre, ce qui change pas, c'est les pourcentages de VO2 max associés au seuil.
Donc imaginons qu'à plat, ton seuil 1 il est à 70% de VO2 max. Il y a de grandes chances qu'en pente il soit à 70% de VO2 max aussi. Ce qui n'est pas très intuitif, mais c'est la réalité du truc. Et pareil pour le seuil 2 aussi. Et le truc encore moins intuitif, c'est que les fréquences cardiaques associées semblent être vraiment les mêmes. Ça veut dire qu'en gros, évidemment, tu ne pourras pas retirer à partir d'un test à 20% de pente les vitesses, surtout pour courir sur du plat par exemple. Par contre, les fréquences cardiaques associées, tu peux les avoir. Et tu peux les utiliser indépendamment de la pente. Et donc ça, c'est intéressant. Après, moi, à chaque fois qu'un trailer vient me voir, je lui dis « Ok, c'est quoi tes objectifs ? Où est-ce que tu habites aussi ? Est-ce que tu t'entraînes souvent sur du plat, sur de la montée ?» Et là, je vais ajuster, mais... Parce que bon, voilà, quand on est effectivement à Annecy, je peux le tester à 20% de pente. Quand on est autre part, c'est peut-être pas le plus judicieux, quoi. Faut faire des choix. Ok. Et en pratique, comment tu utilises la vitesse ascensionnelle ? Alors, la vitesse ascensionnelle, il y a deux, trois petits trucs à savoir dessus. Déjà, la première chose, c'est que c'est une valeur qui devient indépendante de la pente à partir de 20%. Ce qui veut dire que, en gros, si je fais un test à 20% de pente, j'aurai des vitesses ascensionnelles que je pourrais utiliser à 20, 22, 24, 25, 30, 40, etc. Okay. Par contre, sous 20%, c'est pas le cas. Ça veut dire que si j'utilise à 15%, si je fais un test à 15%, j'aurai des valeurs de vitesse ascensionnelle qui seront spécifiques à 15%. Et donc ça, après, moi, je fais tout le temps à 20 parce qu'au moins, je sais que si jamais je prescris de l'entraînement dans des pourcentages très raides, et peu importe si c'est 20, 22, 25, etc., quand la personne est vraiment dans du raid, je peux réutiliser mes valeurs que j'ai déterminées au seuil, parce que ce sera les mêmes. Et c'est pas le cas autour de 10 ou 15%. Donc c'est un peu compliqué d'utiliser les vitesses ascensionnelles quand on est sur des pentes intermédiaires, en fait. On peut pas les utiliser même. Ouais, on peut utiliser peut-être la puissance ou autre chose, mais on peut pas utiliser les vitesses ascensionnelles. Là, tu utilises la fréquence cardiaque, le RPE ? Ou la puissance, ouais. Ou la puissance. Ouais, okay. Ça dépend, mais ouais. Ok, donc si moi je coach, du coup, même pour les gens qui regardent la vidéo et qui coachent en distanciel les trailers, on garderait plutôt la fréquence cardiaque pour, en termes de données, RPE. Ouais. Et donc du coup, vitesse ascensionnelle, c'est peut-être un peu compliqué si on n'a pas de... Ouais, c'est assez compliqué, mais c'est une métrique. En fait, il faut se dire qu'au même titre que quand on veut courir sur la route, les fréquences cardiaques, elles sont c'est sujet à la fatigue, aux amplitudes, etc. Et c'est pour ça que des fois, même le RPE, c'est mieux, parce que des fois, tu vois que t'as un seuil théorique à 150, puis tu vois 165, mais tu dis, putain, mais je respire super bien. Donc tu te dis, c'est pas possible, il y a un décalage entre la réalité. Donc des fois, le RPE, c'est pas si mal. Après, moi, des fois, j'essaie même en trail, d'objectiver. Et le moyen d'objectiver, généralement, c'est de parler avec de la vitesse, en fait. Parce que juste s'intéresser à la charge interne, donc la fréquence cardiaque, etc., des fois c'est un peu compliqué. Une vitesse ascensionnelle, c'est objectif. C'est comme une vitesse à plat en fait. Et dans ce cas-là, il faut quand même une côte qui soit plate, goudronnée. Ouais, peu technique. Après, un truc dont on n'a pas parlé, mais vu que j'ajuste les seuils, en fait, des fois tu as des vitesses ascensionnelles qui sont assez répétables dehors. Moi je le vois même avec les pros et tout, c'est des vitesses ascensionnelles, ils y vont régulièrement, quoi. Et en termes de fréquence cardiaque associée, t'es plus ou moins pareil. Donc oui, si t'as un endroit qui est relativement peu technique, très raide, en vrai ça passe. Tu peux réutiliser tes valeurs de seuil. Okay. Après, il faut que la personne adhère, etc. C'est pas toujours, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et là, dans ce cas-là, il faut aller à la fréquence cardiaque. Et puis si elle n'a pas envie, tu vas à RPE. Puis si tu n'as pas envie, elle enlève la montre. Et puis ouais, non mais voilà, c'est hyper important. Mais disons que pour objectiver, comme on le ferait pour faire un marathon sous 3 heures, on a une vitesse, on sait qu'on doit tenir la vitesse. En trail, moi des fois je me dis dans une pente raide, 20% de pente, 1200 m/h, tu vois, objectiver quoi. Ok. J'essaie en tout cas. Intéressant. Et je voulais revenir aussi sur un autre paramètre que tu parles pas mal sur les réseaux, la durabilité. Et qui est aujourd'hui quand même, je pense, prépondérante pour la performance en trail. Sauf que aujourd'hui, c'est quand même un peu flou de l'évaluer, il n'y a rien. Est-ce que toi, en pratique, par exemple, je sais pas, tu fais faire à ton athlète, à un moment donné dans la saison, tu as telle côte autour de chez toi, je sais pas, tu vas faire un 1000 de dénivelé sur cette côte-là, et tu vas me le refaire en fin de séance. Donc du coup, tu auras une valeur qu'il aura eue sur le début du test et à la fin du test. Est-ce que c'est quelque chose que tu refais toi après sur quelques mois? Est-ce que c'est quelque chose que tu évalues? Ou c'est juste que quelque chose que tu essayes de travailler par des séances un petit peu type?
Ouais, c'est surtout un truc que j'essaie de développer sur des séances type. Moi, des fois, je me dis, l'entraînement, c'est un peu le test un peu l'entraînement. Des fois, en fait, j'essaie de mixer un peu les deux. Et juste faire un test comme ça, puis il y a plein d'autres paramètres qui font que des fois, l'athlète, il n'est pas capable de mettre l'effort qu'il ferait en compétition. Mais non, après, je traque d'autres métriques un petit peu sur les séances d'entraînement qui permettent de voir un peu si on améliore ce facteur-là. Mais c'est clair que c'est un facteur qui est ultra discriminant, je pense, et qui explique aussi pourquoi on peut avoir les mêmes valeurs des valeurs similaires d'un point de vue physio à l'état frais, mais à la ligne d'arrivée, il y a 1 heure de différence, quoi. Donc à un moment donné, il y a un aspect mental, évidemment, après sur le trait nutritionnel, etc., tactique, stratégique, mais il y a aussi une part de durabilité physiologique qui explique le décalage, c'est sûr. Donc là, ouais, pour ceux qui suivent, c'est la durabilité, en fait, c'est notre capacité à limiter la détérioration de notre profil physio. Ouais, de notre profil physio, physiologique et tout ça. Comment toi, du coup, tu vas venir l'entraîner à tes athlètes? Qu'est-ce que tu vas proposer comme type de séance par rapport à ça? De toute façon, après là, c'est vraiment mon avis, parce que la littérature dit juste que globalement, ce qui fonctionne bien pour améliorer la perf de manière globale améliore aussi la durabilité. Il n'y a pas vraiment de gros papiers dessus. Après, moi, si on pouvait donner mon avis, déjà le volume hebdo, je pense, c'est hyper important. Ouais. C'est même discriminant. La littérature montre que le renfort, pour le coup, ça fonctionne aussi. Ça, c'est pour les choses. Ça fonctionne bien. Je pense que les sorties longues, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être fait à l'année. En fait, je ne ferais même pas des blocs, moi, je ferais vraiment à l'année. Je pense que c'est vraiment là, en fait, c'est juste de l'exposition, en fait. S'exposer à de la longue distance. Et même limite indépendamment de l'intensité, mais juste s'exposer, c'est hyper important, même d'un point de vue métabolique, en fait. Gestion des réserves, des substrats, etc. Je pense que c'est hyper important. Donc faire des sorties vachement longues. Et après, en termes d'intensité, je pense que tout fonctionne. Moi, je suis assez partisan des séances intenses assez extensives. Donc des seuils qui sont longs en termes de temps de maintien, etc. Parce que je pense aussi que si on voulait juste avoir une vision assez simple, on pourrait se dire, en fait, des fois, faire des intensités qui sont assez hautes, ou même typer un peu seuil sur des longues durées, c'est un bon moyen d'accumuler beaucoup de travail, mais purement d'un point de vue même kilojoule, on pourrait parler de kilojoule, sur une durée qui est relativement courte. Et je pense que la durabilité, en fait, elle s'explique beaucoup par là. C'est tu peux cumuler beaucoup de travail et tu arrives à continuer à produire le même travail, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est un peu ce phénomène-là de durabilité. Et donc, des séances assez intenses, extensives, j'en fais quand même pas mal. Parce que pour moi, voilà, faire un 6 x 3 minutes VO2, pour moi, c'est pas possible pour améliorer la durabilité. Ça a des gains, ça améliore VO2, etc. Mais on est loin de vraiment être capable de résister à cette baisse du profil, quoi. Que ce soit trail, route, dès que tu fais un peu de long, faut moi, c'est mon... Ouais. Sur 10 bornes, la durabilité, c'est important. Oui, oui, clairement, j'ai envie de te dire, même la durabilité, ça s'exprime sur 5000, ça s'exprime sur plein de choses, parce que quand on voit un peu des fois maintenant les modalités des athlètes pour préparer un 5000 chez les athlètes très avancés, maintenant c'est de plus en plus extensif, ils font des sorties longues, même rapides, enfin tout est devenu plus intense, plus long, etc. C'est juste que c'est pour vraiment avoir ce socle-là de durabilité et pouvoir ne pas se dégrader, quoi, au fil de l'épreuve, quoi. Trop bien. Mais ça, peut-être le dernier point, mais on sait pas encore trop les corrélats qu'il y a entre le profil physio à l'état frais et la durabilité. Même, on pourrait se dire, par exemple, au niveau des substrats énergétiques, quelqu'un qui a une oxydation assez haute des lipides pourrait avoir des prédispositions pour la durabilité. Dans les papiers, on n'observe pas ça, en fait. Donc on ne sait pas. On ne sait pas s'il n'y a pas un paramètre un peu déterminant qui explique, etc. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'il faut juste s'exposer un peu à la demande et sur les séances d'intensité, être assez extensif. Mais ça, c'est un point de vue, quoi. Passer du temps, quoi. Enfin, passer du temps. Aller moins vite, mais plus longtemps. Ouais. Bah oui, ça c'est sûr. Oui, très vite, très longtemps. Non, tu peux pas aller. Ouais. Tu peux quand même des fois, mais. Donc, ouais. Et répéter ça en tout cas tous les semaines, etc. Ouais, s'exposer régulièrement, ouais. Je pense que c'est hyper important. Et à un moment donné, même pour le trail, je pense que, j'ai envie de te dire, c'est même tout sport confondu, tu vois.
C'est juste le volume. Qu'est-ce que tu es capable de cumuler en termes de travail à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une semaine, à l'échelle de. Tu vois, juste ça en fait. Je pense que ça. Tenable dans le temps. Ouais, c'est ça. Tu vois, au final, c'est pas tenable 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est tenable. Exactement, 1 an, et 2 ça, ans, je 3 pense, ans. ça a un lien avec la durabilité qui est assez marqué, quoi. Puis de toute façon, on le voit, tous les meilleurs athlètes, même en trail, etc., qui sont probablement aussi les plus durables, bah, c'est ceux qui font ça depuis très longtemps, c'est ceux qui font les plus gros volumes, qui ont les capacités de cumuler des très hautes intensités pendant longtemps. Enfin, du coup, Ouais, c'est l'avantage et l'inconvénient d'un sport d'endurance, c'est qu'il n'y a pas de hasard, pas trop de hasard. Les ouais. meilleurs, c'est ceux qui s'entraînent le plus, le mieux et depuis le plus longtemps. Oui, Si on schématise très non, mais bien oui, sûr, il y a le des mieux. gens, Après, oui, tu peux toujours trouver des leviers Oui. parce qu'il y en a, tu vois, il y en a, oui, ils répondent mieux à des modalités un peu sous-maximales que voilà, du travail VO2 pic, etc. Tu peux avoir des choses. Tu peux mettre en place des séances un peu de durabilité. Je pense que les dommages musculaires expliquent aussi, la résistance aux dommages explique beaucoup aussi l'aspect durabilité. Tu peux faire des séances où justement tu as des pré-fatigues au niveau des dommages, puis du développement VO2 pic sur la deuxième partie. Enfin, il y a des petites subtilités. Après, on est dans le détail, quoi. Mais Justement, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est vraiment l'aspect fatigue, où bah, l'idée c'est de faire une séance sous fatigue à cette personne-là. Donc ça peut être un enchaînement, je sais pas, vélo, course à pied, un enchaînement, je sais pas, renforcement musculaire avec une séance course à pied, tempo, ce genre de choses. Donc oui, tu vois, oui. c'est quelque chose que j'utilise pas mal pour essayer de travailler ça. Bah oui, bah de toute façon, puis tu sais que quand tu fais une pré-fatigue, t'as une première chute de tes paramètres. Hein. En fait, quand tu fais du vélo, déjà ton coût énergétique en course à pied, il vient de perdre 10%. Enfin, tu vois, donc t'as déjà une chute des paramètres. Et oui, bah tu t'exposes en fait, un peu à la demande. Après, le compromis, c'est que, enfin, probablement, si tu fais ça, ça veut dire que par définition, quand il va faire ses hautes intensités sur fatigue, par définition, il ne sera pas à haute intensité. Enfin, il sera probablement un poil plus bas. Tu vois. Du coup, tu pèses le pour et le contre de savoir s'il ne faut pas développer frais ou fatigué. À un certain niveau, le frais, ça n'a jamais été un problème. Mais donc, Là qu'on se rend compte que on a beau connaître de plus en plus de choses sur l'entraînement. Ah bah moi je connais plus rien, moi je te le dis. Connaît... moi je sais plus rien, moi. Ouais, c'est ça. Tu peux. Il n'y a rien de simple et puis c'est des choix. Il n'y a pas pas non plus de mauvais choix tant que la tête se blesse pas et voilà. Non, je pense pas. Parfois Ouais. t'essayes, tu réadaptes. Faut être à l'écoute de ce qu'il a envie. Enfin après ça dépend s'il est professionnel ou s'il est aussi amateur. Mais même c'est pareil. Mais il faut être à l'écoute de l'envie. Ouais, si tu veux justement la personne elle court longtemps, pendant longtemps, depuis longtemps, etc. Faut adhérer à fond. Faut qu'elle adhère en effet à sa façon de s'entraîner. Donc faut qu'elle prenne un minimum de plaisir, qu'elle ait un sens en tout cas. Et c'est pour ça que notre accompagnement, notre métier de coach, d'entraîneur, il est passionnant parce qu'en fait, tu n'as pas de plan pareil, parce que tu n'as pas deux personnes pareilles, et même pour deux personnes qui ont un même objectif, il y a plusieurs voies pour atteindre l'objectif. Et puis l'adhérence, enfin, après, je pense que c'est hyper important de le souligner parce que moi, je suis passionné par la physio et c'est un truc je regarde tous les jours. Mais si t'as pas quelqu'un qui adhère à ton protocole, j'ai envie de te dire, tu peux avoir le truc le plus chiadé du monde, un protocole vraiment éclaté au sol, mais si la personne adhère, ce sera bien plus bénéfique pour lui. Bien plus, et ça c'est sûr. Mais bon, après. Coacher, c'est de l'humain. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Plus on avance, nous, dans. Puis après, comprendre aussi peut-être des fois un peu la logique interne d'une activité. Le trail, quand tu te dis, ok, c'est quoi qui motive une personne à aller dans le trail, tu vois? Bah, c'est voilà, les grands espaces, être un peu tranquille, pas trop se faire chier. Donc là, tu arrives avec tes métriques, tu dis aujourd'hui, vitesse ascensionnelle, 1795 mètres heure. Non, mais voilà, ça les rend fous. Donc après, il faut vraiment peser le pour et le contre et essayer de trouver un bon compromis là-dedans, tu vois. Trop bien, il y aurait plein de choses à dire sur la physio, sur l'entraînement. Est-ce que tu veux finir sur une dernière question ou tu as tout ce qu'il te faut Non, c'est bon pour moi et je pense qu'on a une bonne conclusion. C'est qu'aujourd'hui, si on en revient au coaching, c'est que les meilleurs coachs, c'est ceux qui adaptent l'entraînement à la personne qui est en face d'eux. Et ça nécessite de faire un bon bilan au départ et de vraiment prendre en compte les attentes de la personne, où elle veut aller, combien de temps elle est capable de s'entraîner, où elle veut mettre elle son accent, quelle est sa priorité à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des contraintes familiales, contraintes pro à prendre en considération par rapport à ça? Mais le plan d'entraînement, il doit vraiment être adapté en fait à l'individu qui est en face, quoi. Et prendre toutes ces considérations-là entre l'aspect scientifique et l'aspect terrain pour créer quelque chose qui s'adapte bien à la personne. Oui. C'est comme la kiné, en fait. Il faut avoir les outils, il faut bien sûr se former, être toujours à la page sur ce qui se fait, sur ce qui existe, etc. Avoir les meilleurs outils. Mais si tu ne donnes pas le bon outil à la bonne patient, au bon patient ou du coup client, bref athlète,
en fonction de ses croyances aussi, en fonction de là où il va aller, bah, tu iras nulle part. Donc c'est la même chose. Donc moi je suis très d'accord avec cette conclusion aussi. Oui. Bah, de toute façon. Quelque chose à ajouter sur. Non, je pense que c'est un peu. Je pense qu'on a tout résumé. Hein. Trop bien. Bon, en tout cas, merci encore Rémi pour ton temps, pour cette discussion. On aurait pu parler, je pense, beaucoup de temps, mais il va être temps d'aller manger maintenant. Et de dormir, ouais. Et de dormir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bien sûr. Si vous avez été jusqu'au bout, vous êtes sûrement passionné de physio et c'est aussi une passion qu'on a en commun. Donc merci à tous. Si vous voulez retrouver ce que fait Rémi, c'est sur Instagram RémiRVT, mais surtout il y a tout sur son site internet, pardon. Voilà, tout ce qu'il propose en général, les tests physio qu'on a fait, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais bref, tout ce qu'il propose, il y a sur son site internet. On mettra tout ça en description de la vidéo. Bien sûr, si vous voulez suivre tout ce qu'on fait, c'est sur Instagram Build Your Perf et sur YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne sur YouTube. Nous, ce qu'on propose, c'est du contenu pour toi qui veux progresser en course à pied, mais aussi si tu es kiné, si tu veux améliorer tes compétences dans l'entraînement du coureur à pied. On fait de la formation, on fait des événements, on fait des conférences, bien sûr. Va suivre tout ça, tu as tout sur notre site internet aussi, buildyourperf.com. Je crois que c'est ça, en tout cas, je te mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, entraîne-toi bien.